Bonjour à tous et bienvenue à ce séminaire conjoint entre l'OCDE et le COLID. Sachez que c'est notre 10e session et nous allons parler donc des aliments prêts à consommer, les repas prêts à consommer, en tout cas dans le domaine des fruits et légumes. Alors, je me présente, José Brambilla, je travaille pour l'OCDE et je m'intéresse en particulier à la qualité des fruits et légumes et de tous les programmes qui concernent les fruits et légumes. Alors, vous devez d'abord savoir que nous disposons de la traduction simultanée en français et en anglais pendant toute la session. Donc, vous pouvez aller au bas de l'écran, l'icône interprétation, vous cliquez dessus, puis vous choisissez le canal de votre préférence, le français ou l'anglais. Nous aurons 5 intervenants, ils seront chacun présentés l'un après l'autre. Nous écouterons d'abord leur présentation et la session questions-réponses se fera à la fin. Mais vous pouvez déjà nous faire parvenir vos questions dans le chat si vous le souhaitez. Nous allons filtrer les questions, nous allons les regrouper et nous les soumettrons aux orateurs. Et ensuite, nous aurons donc, si vous le souhaitez, quelques conversations en bilatéral par email après le séminaire si c'est nécessaire. Alors, je cède la parole à Isoline. Merci, José. Je serai très rapide. Je voulais simplement vous dire que le sujet d'aujourd'hui est très important. D'abord, c'est le 10e numéro d'une série et nous allons nous pencher sur les tendances, les changements du secteur fruits et légumes et nous allons voir quelles sont les politiques, la recherche et l'impact que cela peut avoir, notamment sur le secteur privé. Et nous avons des opérateurs d'Europe, du Royaume-Uni, d'Italie et également du Sud, puisque nous avons une oratrice du Bénin. Alors, les sujets aujourd'hui sont ceux qui ont été demandés par le public au cours des consultations, des sondages auxquels nous procédons régulièrement. Alors, vous savez que nous vivons un monde qui est en pleine transformation. Les changements, en fait, sont la toile de fond de tout ce qui se passe aujourd'hui et ceci affecte nos styles de vie, l'organisation. Il y a une prise de conscience croissante par rapport à tout ce qui est santé et ceci, bien entendu, se retrouve au niveau des choix que nous faisons en termes de produits alimentaires. On le voit également au niveau de la variété des produits qui sont à notre disposition aujourd'hui et cela se retrouve également dans la transformation des aliments, dans le conditionnement, dans leur conservation. Et ceci donc signifie également que nous voulons accroître la sécurité alimentaire, mais également créer des solutions qui sont conviviales et respectueuses de l'environnement. Nous avons donc aujourd'hui essayé de nous aligner sur les attentes des consommateurs en termes de durabilité également, de pérennité. Il est question de la perception, notamment de conformité avec les mesures réglementaires, et nous aurons d'ailleurs un orateur aujourd'hui de la Commission européenne qui va nous expliquer tout cela. Puis nous avons, vous savez que la COLID est une association qui complète l'OCDE d'ailleurs. Nous sommes une association d'opérateurs du secteur privé. Nous faisons la promotion des échanges commerciaux dans le secteur agroalimentaire entre le Nord et le Sud, mais également en Europe et entre l'Europe, le Royaume-Uni et les pays d'Afrique, Caraïbes et du Pacifique. Et donc, il y a énormément d'évolutions dans ce secteur et les innovations que l'on retrouve auprès des opérateurs sont tout aussi nombreuses. Toutes ces demandes, en fait, vont permettre d'accroître la valeur pour l'opérateur, pour le petit cultivateur également, mais également réduire les pertes après récolte. Nous voulons également que l'on propose davantage d'options nutritionnelles et roboratives pour les
consommateurs. Nous mobilisons donc toutes nos forces chez Colide avec également les instruments de l'OCDE. Nous avons d'autres partenaires avec lesquels nous travaillons également pour fournir une assistance technique, des formations, l'analyse des mesures réglementaires. Alors aujourd'hui, nous avons donc un webinaire qui fait partie d'une série soutenue par la Commission européenne. Nous travaillons également avec l'Organisation des pays ACP grâce à notre programme FFM+, et nous allons partager les connaissances en matière d'innovation, également quelques perspectives en ce qui concerne les différents acteurs sur ces différents marchés, et vous verrez que nous avons un panel d'intervenants très intéressant. Merci. Merci Isoline, dit José Brambilas. Alors, c'est un honneur pour nous de former ce partenariat avec le COLID. C'est le 10e webinaire que nous organisons conjointement. Je sais que dans le public, nous avons beaucoup de jeunes. Peut-être que je ne suis plus aussi jeune qu'auparavant moi-même, mais je me souviens que quand j'étais jeune, nous n'avions pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'Internet. Et donc, les choses ont beaucoup changé. Et il en va de même également sur le marché des fruits et légumes. Il n'existait pas d'aliments prêts à consommer, de repas prêts tout près. Et donc, aujourd'hui, où qu'on se rende, on voit que le changement fait partie de la vie quotidienne et également dans le secteur de l'alimentaire. Il y a toutes ces nouvelles tendances qui nous affectent. Il y a également des réglementations qui influencent les opportunités et les défis. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par la première partie du webinaire qui se concentrera sur l'essor des fruits et légumes prêts à consommer. Nous allons voir quelles sont les tendances du marché et nous allons avoir une première oratrice qui vient de Freshfell. Elle est directrice du plaidoyer et affaires réglementaires. Nous travaillons beaucoup avec Freshfell et nous sommes très heureux de l'avoir parmi nous. Eglė Beck, en fait, s'occupe de la sécurité du secteur agroalimentaire. Elle suit de très près l'étiquetage. Elle a également été secrétaire générale de la European Sprouted Seeds Association, ESSA, et elle a participé à des projets financés par l'Union européenne comme Fresh Produce PEFCR et qui en fait vise à établir des règles sur l'empreinte environnementale des produits frais. Eglė a représenté Fresh Fell Europe lors des discussions avec la présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne à propos des enjeux tels que la sécurité alimentaire, la compétitivité du secteur. Et grâce à son expertise en politique alimentaire, elle veille à ce que les réglementations soutiennent la durabilité, la sécurité et la compétitivité du secteur. Et donc, sans plus tarder, je donne la parole à Eglė. Eglė, je vous en prie. Merci beaucoup, José. J'espère que tout le monde m'entend clairement. Merci pour cette introduction. Je crois que le gros du travail est déjà fait maintenant. Je représente Freshfell. Freshfell est basée à Bruxelles. C'est une société sans but lucratif qui s'occupe des produits frais, légumes et fruits. Et du fait que les fruits et les légumes coupés sont également considérés produits frais. Ce n'est pas une matière première qui soit transformée. Les- nous traitons de cela. Le membre Freshfell, euh, la- nous avons une structure qui nous permet de travailler avec des producteurs. Nous avons des membres qui produisent des fruits et légumes, qui euh, les mettent sur le marché, également des détaillants. Et nous avons également des sociétés qui proposent des services à l'industrie, comme par exemple des solutions phytosanitaires, des sociétés logistiques, des laboratoires, et ainsi de suite. Alors, je vais commencer par vous dire quelques mots sur le marché
au- dans l'Union européenne, il n'y a pas de données officielles sur le commerce ou sur les flux commerciaux pour les légumes et les fruits frais, parce que les codes de nomenclature applicables pour les catégories fraîches sont les mêmes pour les produits tels quels, plutôt que pour les produits coupés. Et c'est pour cela qu'il nous faut dépendre de tiers pour pouvoir nous fournir les données qui nous concernent. Alors, si on regarde la carte d'Europe, les acteurs principaux se trouvent dans la partie occidentale d'Europe, principalement aux Pays-Bas. Et lorsqu'on parle de la valeur globale des légumes et fruits précoupés, les membres du Pays-Bas sont les principaux acteurs dans l'Union européenne, suivis du Royaume-Uni, la Belgique, la France, l'Allemagne et l'Italie. Et les acteurs que l'on trouve dans ces pays ont également des installations pour pouvoir couper les légumes et les fruits dans d'autres pays européens et même dans des pays non européens que vous pouvez voir sur la carte à droite. Certains d'entre eux diversifient leur production dans des pays comme la Pologne, la Serbie et d'autres pays d'Europe orientale. On m'a demandé aujourd'hui de vous présenter quelques points sur le potentiel de croissance et les attentes des consommateurs, mais je vais également vous parler des défis réglementaires qui touchent ce groupe particulier de produits. Lorsqu'on parle du réseau de Freshfel, on a remarqué qu'en 2024, il n'y a pas eu de croissance notable et que les consommateurs choisissent des options alimentaires moins chères, qu'il s'agisse de fruits et légumes intacts, soit des alternatives moins saines. Prenons par exemple les Pays-Bas. Nous avons remarqué qu'en 2024, la consommation globale de fruits et légumes frais avait diminué de 3%. Ça veut dire que les consommateurs cherchent plutôt des options alimentaires alternatives qui ne tombent pas sous la catégorie des légumes et des fruits frais. Il est également important de remarquer qu'il y a une grande différence entre les marchés des fruits et légumes frais et coupés au sein de l'Union européenne en raison de différences culturelles, de traditions et d'habitudes culinaires. Par exemple, la euh, part de marché de produits intacts et prédécoupés vendus aux consommateurs se trouve sous cette forme dans le cas de 40% aux Pays-Bas, tandis qu'en Allemagne, cette part du marché ne représente que 2%. Et il faut également savoir que la gamme de produits présentés sous forme de légumes et fruits précoupés diffère d'un pays, d'un État membre à l'autre. Ceci tient également compte des habitudes des consommateurs dans les différents pays. Dans ces pays, on ne s'attend pas à une croissance significative du marché et ceci est dû d'une part à l'environnement réglementaire et l'accès aux consommateurs qui ont un effet négatif sur ce segment. Il faut remarquer que les efforts privés et publics sont nécessaires pour pouvoir promouvoir des régimes alimentaires sains et améliorer la santé des consommateurs européens. Et nous pensons qu'à la fois les légumes et les fruits précoupés ou les légumes et fruits végétaux, pardon, non coupés, devraient occuper le centre des politiques européennes et les législateurs devraient mettre davantage l'accent sur les produits sains et qu'il y ait des réglementations qui assurent à la fois un bon prix pour le consommateur européen sans compliquer pour autant la législation. Si on regarde les niveaux de consommation des produits frais dans l'Union européenne, ceci vient
du Fresh Value Europe Consumption Monitor 2025, basé sur les données les plus récentes disponibles qui étaient de 2023. Et ici, on peut observer que même euh, si l'OMS recommande de consommer minimum 400 grammes de fruits et légumes frais par jour et par personne, il y a très peu d'États membres qui arrivent à ce niveau et les États membres concernés sont notés, sont indiqués avec des barres vertes et là, le niveau de consommation des fruits et légumes frais est en moyenne de 350 grammes par jour, donc on est encore à 50 grammes d'arriver à l'objectif fixé par l'OMS. Quels sont les défis à relever par les producteurs et les distributeurs? D'une part, c'est l'approvisionnement en matières premières qui dépend le plus souvent de contrats réguliers, mais compte tenu des conditions climatiques actuellement dans l'Union européenne, les sécheresses, les périodes de froid prolongées, les crises et les contraintes logistiques et l'instabilité géopolitique, il devient de plus en plus difficile de s'assurer des contrats de livraison euh, réguliers. Et de ce fait, les producteurs et les distributeurs sont obligés de diversifier leur approvisionnement. Et ceci est assez difficile à faire compte tenu de la législation actuelle. Ce qui est important pour le secteur des produits frais, c'est bien entendu la continuité de la chaîne de froid pour la question de qualité et de sécurité, puisque les euh, produits prêts à consommer ont une durée de conservation relativement courte, une date limitée de consommation, ce qui limite la distance logistique des produits finis. Et en ce qui concerne les exigences en matière de sécurité alimentaire, je voudrais dire que euh, fruits, les fruits et les légumes coupés sont considérés des produits à haut risque. Et c'est pourquoi la Commission européenne euh, fait d'énormes efforts pour s'assurer que la meilleure législation soit en place pour prévenir la contamination des aliments par des pathogènes, qu'il s'agisse de la salmonelle, de la listeria ou d'autres. Et donc, je voudrais quand même faire référence à la euh, réglementation qui sera applicable à partir du 1er juillet 2026 relative à l'Listeria monocytogenes. Et cette législation exigera que tous les établissements qui produisent des fruits et des légumes coupés doivent réaliser des tests qui démontrent que l'hystéria n'est pas en train de croître à des niveaux significatifs euh, et ne constitue pas une menace pour la durée de conservation des produits ni pour les consommateurs du point de vue sanitaire. Ceci exigera pas mal d'expertise parce que ces études sont assez complexes et il sera nécessaire également de pouvoir avoir accès aux laboratoires pouvant réaliser ces tests. Et bien entendu, ceci suppose une pression supplémentaire pour les petites et moyennes entreprises qui ont des ressources limitées qu'elles pourraient consacrer à ce type d'analyse et de test. Une autre discussion que nous avons actuellement dans l'industrie alimentaire, c'est l'évolution de la législation sur les emballages au cours des dernières années, alors qu'il est clair que les produits, les légumes et les fruits frais non coupés vont devoir éliminer les emballages plastiques. Actuellement, ceci ne toucherait pas les produits prêts à être consommés parce qu'il n'y a pas de bonne alternative existant aux emballages plastiques. Ceci veut dire que les produits prêts à la consommation doivent préserver leur qualité et les normes de sécurité alimentaire. Qu'en est-il du futur? Il est assez
imprévisible. Et les secteurs sont en train d'investir pour pouvoir trouver des solutions durables permettant de remplacer les emballages plastiques. Ceci dit, il est important de savoir que les emballages plastiques sont encore toujours, que ces alternatives, pardon, sont attra- attirent les consommateurs euh, simplement d'un point de vue environnemental. Je voudrais également indiquer que en plus de la législation européenne sur l'étiquetage, la commercialisation et la sécurité, il y a également d'autres réglementations qui sont nationales. Il y a davantage de contrôle en ce qui concerne les produits biocides au niveau national qu'au niveau européen. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir un bon aperçu de ce qui se passe non seulement au niveau européen, mais également au niveau national. Et voir dans quelle mesure les lois nationales sont différentes par rapport aux lois qui s'appliquent dans toute l'Union européenne. Alors, pour ce qui est des derniers développements, je pense que mon collègue de la Commission européenne touchera de ces mêmes points aussi. Donc, nouvelle réglementation, le règlement délégué de la Commission UE 2023-2429 sera d'application à partir du 1er janvier 2025 en ce qui concerne en particulier l'étiquetage. Cette législation se base sur le cadre législatif qui a été créé lorsque le segment des produits prêts à la consommation n'était pas encore significatif et on ne considérait pas que cette industrie ou ce secteur évoluerait aussi comme il l'a fait. Et donc la loi et la législation imposent les mêmes règles d'étiquetage de l'origine que pour les fruits et légumes intacts. Et ce type de législation sur l'étiquetage n'est injuste pour le segment prêt à consommer parce que certains produits, comme par exemple les congés, n'ont pas besoin de suivre les mêmes règles en matière d'étiquetage, alors que les productions, les pratiques de production sont très similaires en ce qui concerne la diversité de l'origine des ingrédients. Donc, l'étiquetage de l'origine ne contribue pas à la traçabilité qui est définie par d'autres euh, documents législatifs et dans le cas d'une crise sanitaire, il est toujours plus facile, grâce au traçage, de pouvoir retrouver la source des matières premières utilisées. Et on voudrait également insister sur le fait que du point de vue juridique, l'indication de l'origine est toujours possible en tant qu'option volontaire si elle fonctionne comme outil de promotion euh, sous le, euh, euh, sous le règlement 1169 de la DigiSanté. Hum, Et donc, pour vous donner un exemple où l'étiquetage de l'origine n'est pas obligatoire pour les produits congelés, il y a eu un cas, par exemple, où après l'incident qui s'était produit aux Pays-Bas, des baies congelées contaminées par l'hépatite A, et les baies doivent également porter l'information d'origine pour informer le consommateur qu'elle ne vient pas d'un endroit où ces baies étaient contaminées par l'hépatite A. Et pour vous montrer également à quel point la situation est complexe avec la nouvelle législation sur l'étiquetage d'origine, j'ai fait ce tableau. Nous avons plusieurs options, plusieurs façons de présenter les produits coupés, frais ou légumes aux consommateurs. Ça peut être une boîte ou un sachet avec un seul produit. Et dans ce cas, il n'est pas nécessaire de spécifier l'origine sur le paquet si c'est limité à une seule origine. Si on présente un mélange de plusieurs ingrédients, comme des carottes, des choux et du brocoli, alors il est possible d'utiliser un étiquetage Union européenne, hors Union européenne et hors Union européenne. Seulement, que chaque ingrédient doit quand même mentionner son origine.
Alors, prenons maintenant un exemple de salade, comme par exemple salade César, avec plusieurs ingrédients de fruits et légumes, mais aussi d'autres produits, comme par exemple de la sauce ou du poulet, qui vient comme ingrédient dans cette salade. Dans ce cas, il est possible d'utiliser l'étiquetage Union européenne et hors Union européenne. Cependant, une fois de plus, on peut mettre qu'une origine pour chaque ingrédient. Et finalement, nous avons les salades différentes, par exemple des salades de pâtes avec quelques tomates, donc c'est-à-dire avec un composant fruits et légumes. À ce moment-là, il faut toujours indiquer l'origine des composants fruits et légumes, mais il n'y a pas d'application harmonisée dans toute l'Union européenne de l'étiquetage, ce cas. Et dans ce cas, c'est l'interprétation nationale qui s'impose pour l'étiquetage. Il faut mentionner l'origine spécifique de ce fruit ou ce légume qui est le composant unique dans la salade de pâtes, par exemple. Et, et voilà. Je vais vous donner un autre exemple. Supposons que vous ayez une salade, un snack pour le consommateur et que vous avez trois composantes pour cette salade. Vous avez une mangue, un melon et une pastèque, comme vous voyez sur cette image. Vous pouvez vous approvisionner de ces matières premières de différentes origines le même jour ou la même semaine. Et l'exemple que j'ai pris deux origines pour deux des produits, deux pour les autres et trois pour les autres. Il est important de savoir que chaque fois que vous avez une origine différente, même si le produit est le même, vous devez nettoyer la ligne de production avant de lancer la production, la coupe d'un produit d'une autre origine, parce que vous n'êtes pas autorisé à produire une contamination croisée des origines. Alors, je voulais également dire que dans le passé, il y avait une contamination croisée des origines parce que l'étiquetage d'origine n'était pas exigé, mais la contamination croisée des origines n'a rien à voir avec la traçabilité, la sécurité ou la qualité du produit. Et donc, la salade que vous voyez à l'écran est un exemple. Ici, comme j'ai mentionné également dans mes diapositives antérieures, dans ce cas, même si vous avez deux origines, des mangues provenant de deux endroits différents, de deux pays différents, dans votre produit, vous devez maintenir une seule origine pour chaque ingrédient. Et simplement pour vous donner une idée des chiffres, en fonction du pays où les fruits ont été produits, par exemple aux Pays-Bas, il est possible d'arriver jusqu'à 200 ou 300 combinaisons différentes en utilisant 60 à 70 types de légumes et de fruits frais. Ce qui veut dire que euh, même s'il est impossible de se passer d'un approvisionnement d'origine multiple, eh bien, il est possible que vous deviez utiliser les tubes, par exemple, de 6 pays différents. Alors, je m'excuse, je vais un peu plus vite, mais le- les menaces, les problèmes pour les industries, c'est qu'il y a un manque de flexibilité pour s'adapter à l'offre. Les exploitants de produits alimentaires ont tendance à se concentrer sur les gros fournisseurs pour éviter les changements d'origine, hein, sans côté les petits volumes provenant d'autres pays. Même les petits fournisseurs locaux, ces opérations devaient être ajustées de manière significative. Les investissements considérables sont dus à l'adaptation des technologies et de l'information sont nécessaires pour pouvoir modifier les indications sur les emballages. Comme je vous ai dit également, il y a le problème de perte de temps, de gaspillage de nourriture, de gaspillage d'eau lorsqu'il faut nettoyer les lignes de production. Et puis l'impact sur le prix. Donc, la Commission a proposé poser l'étiquetage victoire de l'origine pour les produits de quatrième gamme en se basant sur des considérations politiques, n'en pas compte de la durabilité. L'étude de 2015 a conclu que l'augmentation du coût associé à l'étiquetage de l'origine n'augmenterait pas proportionnellement l'utilité.
L'information fournée aux consommateurs. Nombreuses études confirment que l'origine n'est pas un facteur préjudiciable dans le choix des aliments. Les consommateurs étudient toujours que le prix est un facteur plus important que l'origine et la commodité, le prix joue un rôle fondamental dans le choix des consommateurs plutôt que l'origine lorsqu'il s'agit d'acheter des produits euh, coupés ou frais. Et puisque nous sommes limités par le temps, je serais très heureuse de répondre à vos questions à la fin de cette session. Merci. Merci beaucoup, Eglé. Et donc, nous avons pris un petit peu de retard. Donc, je vais sans plus tarder passer à notre orateur suivant. C'est Antoine Michotte de la Commission européenne. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur la présence de la Commission européenne aujourd'hui pour nous expliquer un peu plus ce qui se passe avec cette réglementation. Antoine est l'expert en réglementation en, des normes et il joue un rôle central et aura sur une norme visant à garantir la sécurité, qualité, la durabilité des produits agricoles, en particulier des fruits et légumes. Et je vais lui demander de faire sa présentation en 10 minutes. Je vais essayer. Merci beaucoup, José. J'espère que vous voyez déjà la présentation. Est-ce que c'est le cas? Yes, Est-ce que vous m'entendez it's bien? Donc, perfect. donc voilà, je vais directement passer à la présentation après avoir malgré tout remercié le Coléadé de cette proposition de participer à ce webinaire. Donc, je travaille à la DG Agri, à l'unité E2, qui est responsable des marchés pour toute une série de produits, dont les fruits et légumes dont on va parler aujourd'hui. Alors, il y a eu en 2023 une révision de la réglementation et donc je vais parler des éléments qui ont été revus, mais aussi des éléments qui persistent, persistent par rapport à la réglementation qui prévalait avant le 1er janvier de cette année. Donc, voilà, je commence ma présentation ici. Tout d'abord, quel est le cadre juridique pour la réglementation sur les fruits et légumes? C'est l'Organisation commune des marchés, donc le règlement OCM, le règlement 1308 de 2013 qui est l'acte de base qui confère les pouvoirs nécessaires, donc les habilitations, euh, pour l'établissement de normes de commercialisation pour les produits agricoles en général et pour les produits relevant du règlement dont on va parler aujourd'hui en particulier. Donc, à l'article 75, on prévoit que la Commission peut établir des normes pour toute une série de secteurs et ceux qui sont repris dans le règlement dont on parle aujourd'hui sont le secteur des fruits et légumes, le secteur des fruits et légumes transformés et le secteur des bananes. Ensuite, il y a un article très important par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est l'article 76, paragraphe 1 de ce même règlement, qui prévoit que les produits qui sont vendus frais aux consommateurs doivent être sains, loyaux et marchands et que l'origine doit être indiquée. Euh, Slide suivant. Alors, quels sont les éléments, comment... Oui, voilà. Quels sont les éléments qui posent le plus de questions? C'est le champ d'application de ce règlement. Ensuite, quelle est l'étendue de l'obligation de l'indication de l'origine? Ensuite, les exemptions et en particulier celles qui concernent les produits prédécoupés. Ensuite, l'étiquetage pour ces produits et le cas particulier des mélanges. Alors, quel est le champ d'application du règlement de 2023 numéro 2429? Eh bien, on le trouve avec une cascade de réglementation, c'est-à-dire que l'article 1, paragraphe 2 du règlement de 2023-2429 fait référence aux différentes parties du règlement OCM, donc en particulier la partie 9 pour les fruits et légumes, la partie 10 de l'annexe 1 de l'OCM pour les produits transformés et enfin la partie 11 de l'annexe 1 de l'OCM pour les bananes. En particulier, donc ça signifie que dans cette partie 9, on a certaines
noix qui sont aussi comprises, certains fruits séchés et les bananes plantains qui ne font pas partie du secteur banane dans l'OCM. On a ensuite les fruits secs fruits séchés plutôt à la partie 10, donc dans les produits transformés. Il faut noter que les dates ne sont pas, selon l'OCM, des produits transformés repris dans la partie 10, mais des autres produits qu'on retrouve dans la partie 24 de l'annexe 1 de l'OCM. Et donc, ils ne sont pas couverts par le champ d'application de ce règlement. Et puis ensuite, on a les bananes autres que plantains qui sont dans la partie 11 du règlement. Alors, en ce qui concerne l'étendue de l'application de l'indication de l'origine, qu'est-ce qui préexistait à ce règlement? Eh bien, j'ai déjà cité l'article 76, paragraphe 1 de CM, et donc il prévoit que tous les produits du secteur fruits et légumes doivent, lorsqu'ils sont frais, doivent porter l'indication de l'origine. Cela préexistait, donc ce n'est pas nouveau maintenant. Et ce qui était déjà prévu dans la réglementation avant la réforme de 2023, c'est que les bananes vertes devaient également avoir l'indication de l'origine via leur norme commerciale spécifique. Alors, qu'est-ce qui change? En réalité, ce règlement visait, ça a été mentionné par Aigle, d'augmenter l'information du consommateur par rapport à l'origine. Et donc, euh, certains produits ont été ajoutés via l'article 3 et il s'agit des fruits séchés, il s'agit des figues sèches, il s'agit des raisins secs et il s'agit d'une indication de l'origine pour les bananes mûres, ce qui n'était pas le cas dans la réglementation précédente. Il y avait un vide juridique par rapport aux bananes mûres en ce qui concerne l'indication de l'origine. Alors, il faut noter que certains produits qui sont couverts par le champ d'application de ces règlements, quand ils sont présentés en tant que simples produits, peuvent changer de code de nomenclature lorsque ils sont mélangés à d'autres produits. On va par exemple parler des granolas ou des muesli. Dans ce cas-là, leur code de nomenclature change et donc ces produits ne sont plus couverts par le règlement et ils ne doivent donc plus comporter l'indication de l'origine. Alors, on arrive au morceau qui concerne plus particulièrement cette présentation et qui est les produits de quatrième gamme ou les produits pré-coupés. Alors, on le présente ici dans les exceptions. En réalité, l'exception s'applique seulement au respect de la norme spécifique ou générale. Mais parce qu'un produit prédécoupé n'est par définition pas intact, et donc la norme spécifique ou la norme générale ne peut pas s'appliquer, mais en raison du fait que c'est un produit frais, l'indication de l'origine qui est nécessaire par rapport à l'article 76, paragraphe 1, reste nécessaire pour ces produits-là. En réalité, on couvre une zone grise des produits qui ne sont, selon l'OCM, pas des produits transformés, mais des produits frais, mais qui ont subi une découpe qui ne les rend plus susceptibles de respecter la norme spécifique ou la norme générale. Alors, il y a des cas où des transformations changent, comme je le précisais déjà pour les mélanges. Dans certains cas, la transformation change la nature du produit et cela change également la nomenclature combinée qui décrit ce produit dans la réglementation européenne. Et donc, c'est le cas, par exemple, d'un enrobage au chocolat ou un enrobage au sucre. Et donc, ces traitements sont des transformations qui changent la nature du produit et qui font que ces produits ne sont plus couverts par le champ d'application de ce règlement. Alors, on arrive au cas particulier des mélanges, et donc ça a déjà été abordé par Aigle, mais vous verrez qu'il y a quelques petites précisions à apporter. Donc, le mélange de produits
couvert par ce règlement est autorisé à condition que le mélange fasse 10 kilos ou moins de 10 kilos. Il faut que les produits soient différents ou que ce soit des espèces de produits différents. Et il faut que les produits soient de qualité uniforme et respectant la norme applicable, qu'elle soit générale, spécifique ou simplement l'obligation d'indiquer l'origine. Alors, qu'est-ce que ça signifie en pratique? Il y a une interdiction des mélanges de produits ou de même espèce de produits. Donc, on ne peut pas mélanger des prunes si elles ne sont pas de la même variété, sauf si c'est prévu dans la norme spécifique. Euh, Dans l'exemple de pommes, par exemple, la norme spécifique prévoit que les mélanges sont possibles à condition que les variétés soient clairement distinctes. Et donc, dans ce cas-là, on peut mélanger les produits, mais c'est seulement lorsque c'est prévu dans la norme spécifique euh, que les produits différents peuvent être mélangés. Alors, cette règle s'applique également aux produits de la quatrième gamme, puisque tout ce qui comment, résulte de l'article 76, paragraphe 1 sur l'obligation de l'origine pour les produits frais s'applique également pour les produits de la quatrième gamme. Et donc, il faut lire ces règles conjointement avec les règles sur l'uniformicité, pardon, et l'unicité de l'origine dans les normes, avec pour conséquence qu'une origine différente n'est autorisée que pour les mélanges de produits ou d'espèces de produits différents. Alors, euh, l'article 8, paragraphe 2, toujours sur les mélanges, prévoit que les règles sur les mélanges ne s'appliquent pas aux autres produits que ceux du champ d'application du règlement dont on parle aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien, dans le mélange de l'image où il y a un mélange de différentes salades prédécoupées, mais également du maïs cuit, le maïs cuit en question n'est pas couvert par les règles du règlement puisqu'il est transformé au-delà de ce qui, comment, puisqu'il est transformé et qui change de code de nomenclature à cause de cette transformation, à cause de la cuisson. Et donc, pour ce maïs cuit, l'origine n'est pas, l'indication de l'origine n'est pas nécessaire, sauf si ne pas indiquer l'origine est susceptible de provoquer de la confusion pour le consommateur. Et ça, c'est une règle générale qui découle du règlement pour l'information du consommateur pour les aliments. Ensuite, on a l'article 8, paragraphe 3 qui concerne une simplification qui est possible seulement pour les produits qui sont couverts par cette réglementation. Et donc, imaginons les produits qui sont listés ici en dessous, des noix qui seraient françaises, qui seraient mélangées avec des noisettes italiennes et des dattes marocaines. Seulement, les noix et les noisettes pourraient bénéficier de la simplification qui est prévue ici dans cet article 8, paragraphe 3, mais ce ne serait pas le cas pour les dates si elles devaient être mélangées avec ces produits. Et donc, le Maroc devrait être indiqué si on indique une origine. Dans ce cas, pour les produits qui ne sont pas couverts par le champ d'application de ce règlement, l'origine est facultative, mais si ne pas indiquer l'origine est susceptible de tromper le consommateur, c'est toujours la même logique. Eh bien, les produits doivent avoir l'indication de l'origine. Cela ne découle pas du règlement dont on parle aujourd'hui, mais du règlement FIC, donc sur l'information des consommateurs aux produits à consommer. Et donc, pour ces produits-là, indiquer UE non UE n'est pas possible. Alors, ce qui m'amène à l'entrée en application de ce règlement. Donc, il a été discuté et négocié en 2023 et donc il est rentré en vigueur à cette époque-là, mais son entrée en application date du 1er janvier dernier. Donc, il n'y a pas de période de transition qui soit prévue au-delà de cette période entre l'entrée en vigueur et l'entrée en application. Euh, Par contre, un élément de ce règlement est rentré en application directement et il s'agit de celui qui
concerne les simplifications pour le fait de distribuer gratuitement des produits du secteur fruits et légumes. Et donc, pour faciliter et accélérer l'accès à cette nouvelle mesure, les produits à donner, le changement était applicable déjà au moment de l'entrée en vigueur. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons maintenant voir si il y a d'autres défis. Nous allons commencer par donner la parole à Blue Skies et en particulier à Fleur de Witt, euh, qui est une spécialiste donc de Blue Skies et elle collabore avec les producteurs, les fournisseurs, les équipes internes pour garantir des produits prêts à consommer de haute qualité tout en respectant les personnes et la planète. Donc, Fleur de Witt, vous avez la parole. Essayons de faire court parce que tout le monde doit avoir la possibilité de s'exprimer. Merci. Bonjour à tous et merci infiniment de cette euh, intro. J'espère que vous apercevez mes diapositives. Donc, je suis Fleur de Witt. Effectivement, je suis une experte du développement durable à Blue Skies et je suis basée au Kenya. Alors, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole au nom de Blue Skies et de vous présenter Blue Skies. C'est un véritable parcours entrepreneurial et c'est surtout une question de résilience. Alors, commençons par nous présenter. Qui sommes-nous? En fait, nous sommes une société de transformation des fruits frais, fruits et légumes frais. Vous voyez ici quelques images. Nos produits principaux, ce sont les fruits frais coupés. Donc, l'attention porte surtout sur les, euh, les fruits frais, les jus pour rester en bonne santé. Et donc, il y a également des crèmes glacées euh, à base de lait. Mais donc, pour nous, les fruits, ce sont surtout les fruits tropicaux, en particulier les mangues, les ananas, les pommes grenades, le melon, etc. En réalité, nous avons des installations un peu partout dans le monde. C'est un véritable réseau. Et donc, cette présence dans les pays africains et ce réseau donc, de sites nous permet d'avoir accès à des fruits frais tout au long de l'année. Vous voyez ici des images pour illustrer. Vous voyez en haut le Ghana, vous voyez l'Égypte. En bas, à gauche, vous voyez que nous avons une installation également au Bénin. C'est une installation toute récente. Et puis également en Afrique du Sud, au Brésil et bien entendu au Royaume-Uni. Et puis, nous avons également une société d'emballage et de découpe au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Nos clients se trouvent partout dans le monde. Les clients, surtout pour les produits frais coupés, sont au Royaume-Uni principalement, les M&S, Tesco, Waitrose, Sainsbury. Mais nous avons des clients également dans les autres pays de l'Union européenne et nous connaissons une forte expansion. Donc, pour les fruits frais, ici, ce sont des produits qui sont envoyés au Royaume-Uni et dans l'Union européenne. Nous avons donc une étiquette assez large pour pouvoir tout décrire. Cela veut dire que nous faisons un véritable marketing pour ces produits et cela en fait se concentre surtout sur la distribution en supermarché et nous avons également des fruits, des jus de fruits et des crèmes glacées comme je vous le disais au Ghana et en Afrique du Sud. Tout ça sous l'étiquette Blue Skies. En fait, Blue Skies a été créé en 1997 par Anthony Powell. Ça a été un véritable parcours d'entreprise. Il avait une vision par rapport à ces fruits frais. Et il s'est dit, plutôt que de sortir les fruits du pays où ils sont cultivés, pourquoi ne pas transformer les fruits dans le pays d'utilisation, c'est-à-dire de transformation. Et en fait, nous allons transformer le produit sur place, là où il est cultivé, pour assurer la fraîcheur du produit, la qualité du produit, ce qui ajoutera donc une valeur ajoutée
à la source et on peut vraiment dire que les produits sont fraîchement récoltés. Et voilà cette approche que vous voyez ici sur le continent africain, mais également en Amérique du Sud, où nous avons des centres d'excellence et de qualité. C'est une vision donc qu'il avait dès le départ et tout a commencé au Ghana. Au départ, les banques ne voulaient pas suivre. Ils se disaient que le projet était trop risqué. Et donc, c'est ça le véritable parcours d'entreprise Blue Skies. En fait, au départ, au Ghana, il y avait 36 personnes. Et puis, quelques années plus tard, 28 années plus tard, en fait, vous voyez que c'est une entreprise qui a beaucoup grandi et nous avons maintenant quelques 8000 personnes de par le monde qui travaillent pour Blue Skies. Évidemment, un tel parcours n'est pas sans être accompagné de quelques défis. C'est parfois un parcours du combattant. Nous avons été confrontés à des chocs internationaux, notamment, il y a eu des périodes où on ne pouvait pas transporter nos produits dans l'Union européenne parce que tout simplement, on ne pouvait pas euh, 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 transporter par voie aérienne. Et puis, il y a eu le Covid et le confinement. Mais il y a eu d'autres défis au niveau local. C'était parfois des perturbations sur la chaîne logistique du fait des considérations géopolitiques. Et donc, parfois aussi, il y a une perception négative par rapport à l'Afrique. Et ceci également a particulièrement impacté les personnes dans des communautés où les infrastructures sont plutôt limitées. Néanmoins, les défis font partie de la vie. Il y aura toujours des chocs, quel que soit le lieu d'implantation. Et le type à part ces chocs, il y a aussi une chose, pour pouvoir croître en l'espace de 28 ans comme on l'a fait, ça veut dire également qu'on a été confronté à la concurrence. On a dû comprendre quelles étaient les tendances du marché, on a dû faire preuve d'innovation et surtout être capable de nous ajuster. Euh, donc, ça, c'est la résilience. Il y a certaines choses qu'on apprend à connaître et que pour essayer d'être toujours à la pointe et pour surmonter les obstacles. Ça, c'est la résilience. Il y a la culture de l'entreprise, évidemment, qui intervient dans tout cela. Et ça, c'est l'approche spécifique Blue Skies. Donc, pour nous, ce sont les valeurs et également notre démarche en termes de durabilité. Je voudrais maintenant vous parler davantage de cette culture et de comment nous considérons la durabilité. Alors, Blue Skies, depuis le départ, se fondait sur ces trois éléments. Donc, la diversité, la culture du respect et également le fait de générer euh, des retours positifs. Mais nous n'étions pas nous ne craignions pas la rentabilité, mais nous voulions que cette rentabilité ne se fasse pas au prix de la ou au détriment de la durabilité. Donc, cela repose sur le respect pour les personnes, pour les communautés et pour l'environnement. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que malheureusement le temps nous est compté, mais je vais vous montrer comment nous avons structuré la durabilité chez Blue Sky. C'est ce que nous appelle notre démarche Blueprint. Alors, nous avons réparti cela en quatre piliers. Nous voulions donc faire en sorte que les gens soient heureux, donc zéro pauvreté. Deuxièmement, être en harmonie avec la nature, c'est-à-dire zéro perte de biodiversité. Nous voulions préserver les ressources, donc zéro déchet, que ce soit l'eau ou les matériaux qui sont utilisés, les matières qui sont utilisées. Et bien entendu, nous voulions également protéger le climat. Cela signifie que nous voulions avoir des émissions zéro net, zéro émission nette. Alors,
Voilà, en ce qui concerne Blue Skies, en ce qui concerne notre parcours d'entreprise et l'importance de la résilience. Soyons concrets maintenant. Comment est-ce qu'on construit cette résilience avec des cultivateurs, avec des agriculteurs? Il est évident qu'ils sont à la base de tous nos produits. Eh bien, nous travaillons surtout avec des petits cultivateurs, surtout dans certains lieux plus que dans d'autres, mais c'est encore plus important d'avoir ce rapport de confiance. euh, pour travailler main dans la main avec eux. Et je vous donnerai quelques exemples. Nous essayons donc de construire cette relation pour travailler ensemble et nous avons des équipes d'agronomes vers lesquelles les cultivateurs peuvent se tourner. Parfois, nous avons également des approches financières avec des prêts à taux favorables. Nous investissons dans la recherche et le développement pour essayer de résoudre les problèmes qui peuvent affecter toute une région, notamment les ravageurs ou les maladies. Et les formations qui portent sur bien des aspects. Nous avons un centre de formation où nous rassemblons les cultivateurs, les agriculteurs avec lesquels nous travaillons et nous faisons de la formation à la durabilité, sensibilisation donc à une agriculture qui soit compatible et résistante au climat, aux aléas. C'est un sujet particulièrement important. Et il y a aussi une certification. Ça, c'est complexe parce que les différents détaillants, les différents pays, parfois sont demandeurs de différentes certifications, ce qui peut être coûteux et prendre du temps. Avec les petits cultivateurs, nous avons travaillé ensemble pour essayer de créer une organisation qui regroupait tous les agriculteurs et pour essayer d'obtenir la certification en tant que groupe. Alors, maintenant, il y a également la résilience avec ces agriculteurs, mais il fallait également qu'il y ait de la résilience avec la communauté où où nous avons implanté nos sites, mais également où vivent nos collaborateurs et nos cultivateurs. Et cela, nous l'avons réalisé grâce à la fondation Blue Skies. C'est en fait une fondation où on retrouve nos deux grands détaillants, Waitrose et Albert Heijn. Et il y a ici une approche qui est un peu différente de ce qu'on peut trouver dans d'autres fondations. C'est que la demande de projet émane toujours de la communauté. Autrement dit, nous n'essayons pas de trouver les projets en les imposant. Non, ça doit venir de la communauté de nos employés. Et donc, il y a un contact direct. Ils savent très bien quels sont les besoins. Et la communauté reste responsable de porter à terme le projet après la mise en œuvre. Et puis alors, il y a toute une formation qui est faite notamment sur la santé et l'eau potable. Enfin, il y a également la résilience de nos propres installations. Et si vous regardez cette présentation, en fait, la conclusion, c'est que Blue Skies, au centre de tout, nous avons les personnes. C'est l'humain qui est au centre de tout. Euh, et au centre de notre culture, c'est l'attention que nous portons aux personnes. Quelques exemples que vous voyez ici sur l'image. Sur les images, nous avons en fait des centres de formation, des centres de santé. Par exemple, au Ghana, nous avons une équipe qui lutte contre la malaria. Nous avons également un club Keep Fit pour faire en sorte avec un, un- un entraîneur, pour faire en sorte que le personnel reste en bonne santé, tout en s'amusant d'ailleurs. Et donc, nous avons également ce que nous avons appelé notre académie, Together We Grow. Euh, c'est ainsi que nous l'avons appelé. Et puis, nous avons également de l'expertise locale qui doit rester également résiliente. Nous
nous avons des équipes qui sont à 100% locales. Bien entendu, personne ne connaît toute la réglementation au niveau local, tout ne peut pas se faire au niveau local, mais le gros se fait au niveau local. Le reste, c'est en soutien. Et donc, nous voulons que les sites puissent travailler de manière indépendante, autonome, mais en étroite collaboration. C'est vraiment un travail d'équipe. Alors, je vous disais, c'est un parcours entrepreneurial, il faut être résilient et tout ça dépend des personnes. Ça, c'est notre ADN chez Blue Skies. Merci de votre attention. Merci beaucoup à Blue Skies pour cette présentation. Nous allons passer maintenant à Bertie Marcos. J'espère avoir bien prononcé son nom. Elle représente une société située au Bénin qui a été créée en 2000, Anna, et elle travaille avec plus de 600 petits producteurs, 1600 producteurs. Et je vous donne tout de suite la parole, Bertie. Bonjour à tous. Moi, c'est Christine Toffé. Je suis responsable de la société électrique, le responsable qualité de la société électrique Chili. Je vais vous entretenir par rapport aux principales activités de la société, notre ambition, nos différents produits et nos perspectives. J'espère que tout le monde voit le visuel. Alors, Madame Betty, elle est ingénieure agronome de formation et une femme entrepreneur visionnaire et engagée pour le bien-être de sa communauté. Donc, après un début de carrière dans le domaine agronomique, elle prend une décision audacieuse de réorienter son parcours professionnel afin de se consacrer pleinement à sa passion pour l'agriculture et la transformation des produits agricoles. C'est ainsi qu'en 2000, elle fonde l'entreprise familiale Les Fruits Star, une aventure entrepreneuriale qui s'inscrit dans une démarche de valorisation des richesses naturelles du Bénin. En quelques années, son entreprise connaît une croissance remarquable. Entre 2003 et 2015, elle développe l'exportation d'ananas frais, passant de 2 tonnes par semaine en 2003 à près de 60 tonnes par semaine en 2015. Ce succès l'incite à innover davantage et à explorer la transformation artisanale des fruits. En 2008, elle initie la production de jus de fruits artisanaux en bouteille, marquant ainsi le début de la diversification de ces activités. Donc, l'année 2015 marque un tournant décisif pour Madame Betty Kédégué, toujours animée par son ambition de créer de la valeur ajoutée à l'exploitation de l'aliment frais. Elle fonde les Jus Tilou SA, une entreprise industrielle multinationale spécialisée dans la transformation agroalimentaire. Son objectif est double: augmenter les revenus des petits producteurs en offrant une alternative durable à la commercialisation des fruits bruts. Alors, notre vision, c'est d'être un leader mondial dans le secteur de l'agroalimentaire, fruits bio et conventionnels, et d'améliorer la position du Bénin sur le marché international. Nous avons comme mission de fournir des produits de qualité sains pour la santé des consommateurs. Comme activité principale, nous reposons sur la transformation et la commercialisation de l'ananas frais et de produits dérivés tels que les jus et cocktails de fruits, les fruits séchés. Nous sommes en partenariat avec un réseau de producteurs d'ananas certifiés bio pour un meilleur contrôle de la chaîne de production. Chez les fruits Tilou, nous mettons un point d'honneur à offrir des produits sains. Chaque étape de notre production est surveillée pour garantir une qualité alimentaire exceptionnelle pour nos produits. Nous sommes vraiment fiers de notre présence sur les marchés locaux, en Afrique de l'Ouest ainsi que sur les marchés internationaux. Nos produits exportés touchent des consommateurs en France, en Allemagne, en Italie, au Canada et aux États-Unis. Comme partenariat, les Fruits du Loup est en partenariat avec un réseau de 1600 producteurs engagés pour l'agriculture durable et biologique. Nous avons obtenu des certifications comme bio, HACCP, ISO 22000, kosher, pour assurer la qualité de notre chaîne de production, renforçant ainsi notre réputation sur le marché.
Nous avons obtenu la certification biologique pour garantir à nos clients que nos fruits sont cultivés sans produits chimiques nocifs. Cela assure aux clients une expérience produit saine et respectueuse de l'environnement. Notre conformité aux normes HACCP ISO 22000 nous permet de minimiser les risques en matière de sécurité alimentaire. C'est un gage de confiance pour nos clients et partenaires. Alors, nos produits phares, nous exportons de l'ananas frais, deux variétés d'ananas, la variété pleine de sucre biologique et conventionnel et la variété Cayenne conventionnelle. Nos ananas sont cultivés avec soin et cueillis à maturité. Nous avons également nos produits prêts à l'emploi. Nous proposons de l'ananas biologique séché, de l'ananas séché qui est conventionnel sous forme rondelle et sous forme tibi. Là, vous allez voir les rondelles, c'est à gauche et les tibis, c'est à droite. Nos fruits séchés sont obtenus. Nous avons également de la menthe séchée, c'est ça qui est en bas là. Nos fruits séchés sont obtenus par un processus de déshydratation qui concentre la saveur sucrée et juteuse de l'ananas frais et de la menthe fraîche, permettant d'obtenir un goût délicieux et authentique. Aucun sucre n'est ajouté, il n'y a pas de conservateur ni d'additif. Nous avons également des jus en bouteille. Nous proposons une variété de jus en bouteille, dont les jus d'ananas, les cocktails de jus d'ananas gingembre, cocktail baobab jus d'ananas, cocktail de mangue jus d'ananas, les jus d'orange et les jus de bissap. Nos jus sont produits à partir des matières premières bien sélectionnées et fraîches qui leur confèrent une saveur naturelle et délicieuse. Aucun sucre n'est ajouté ni additif. Donc, nous n'avons pas de conservateur dans nos produits. C'est des produits vraiment naturels. Et comme tendance sur le marché, déjà nous sommes sur le marché local et international. Et la demande, elle est forte et croissante. Mais nous rencontrons quelques défis. Déjà, la conservation du produit lors du transport. Donc, l'accès au conteneur frigorifique reste un défi majeur pour conserver la qualité du produit jusqu'à destination au niveau des clients. Il y a également la disponibilité de la matière première afin de satisfaire aux commandes à la demande qui est vraiment forte et la surenchère de la matière première. Il y a cette situation qui prévaut actuellement. Également le climat qui n'est pas vraiment favorable. À des moments, nous n'avons pas la matière première en quantité. Ensuite, comme perspective, déjà, c'est d'industrialiser la chaîne de production par l'acquisition des équipements modernes pour avoir plus de production, pour augmenter la capacité de la production. Déjà, investir dans la production de matières premières afin d'avoir une certaine indépendance et de construire une chambre froide. Actuellement, la chambre froide est en construction. Donc, il y a plein d'autres perspectives que nous sommes en train de projeter. Et pour conclure, je dirais que les Fruitilou est une entreprise innovante et passionnée, fondée sur des valeurs de qualité et du respect de l'environnement. Notre société s'est engagée résolument à offrir des produits authentiques tout en préservant la santé de nos consommateurs. Merci et pour l'écoute, je vous remercie. Si nous passons maintenant à la présentation d'un autre orateur, Antonio Salvatore, qui est euh, qui est membre et le président du conseil d'administration de OP-Oasi en Italie, qui est en fait une organisation de producteurs agricoles qui se concentre essentiellement sur des salades prêtes à la consommation. Il est le meilleur avocat de ces solutions préemballées. Salvatore, vous avez la parole. Merci beaucoup à tous de m'avoir fourni cette opportunité. Je vais tenter à présent de partager mon écran. Merci de ces quelques mots d'introduction. Vous m'avez présenté et je suis également le président de l'Organisation nationale italienne des produits frais comme les salades fraîchement coupées et je suis le coordinateur également de la table italienne des salades prêtes à la consommation. Quelques mots en ce qui concerne OP Oasi, parce que c'est une structure très intéressante qui est typique pour ce type de produit
italien. Vous savez que nous sommes près de 50 associés du secteur de l'agriculture et je vous assure donc que nous sommes tout proches de la source. Alors, en fait, OP Oasi est une association entièrement consacrée aux producteurs de salades prêtes à la consommation en Italie et en Europe également. Mais la société a été créée en 2005 avec l'objectif spécifique de justement rassembler toute l'excellence du domaine agricole italien. Et donc, du point de vue de la qualité technique, de l'éthique et des normes de durabilité. À partir de 2022, nous sommes devenus une société cotée. En 2024, notre société est devenue une société européenne, Global Gap, Grasp, Leaf, qui est en fait une certification italienne de qualité. Et puis, nous avons également la certification de production de qualité nationale. Alors, le plus important, marché le plus important, c'est celui italien, bien entendu, mais également le marché espagnol. Nous sommes près de 500 acteurs qui travaillons dans les serres et 600 à ciel ouvert. Nous réussissons ainsi à traiter près de 50 matières premières différentes et produisons 35 tonnes par an. Donc, pour ce qui est de l'évaluation industrielle du produit, nous avons en fait deux exploitations. Dans le nord de l'Italie, nous avons non moins de 200 personnes qui travaillent sur une zone qui produit à peu près 22 000 tonnes par an. Surtout des jeunes pousses, mais également des salades arrivées à maturité. Toutes nos exploitations sont certifiées EFS, SCMS et également pour les certifications de produits bio. Il est clair que du point de vue stratégique, nos installations sont la zone de production la plus importante, aussi bien dans le sud que dans le nord de l'Italie. Alors, euh, venons-en maintenant à au sujet de ce webinaire. Donc, ce sont les produits prêts à la consommation. Cela signifie que nous devons gérer la chaîne qui va de la production à la transformation le plus proche possible du champ. Et donc, nous parlons donc de salades prêtes à être consommées. Donc, elles doivent être lavées, coupées et emballées. Et donc, quand on parle de salade, nous la mettons en rayon. Ça veut dire que nous devons être conscients de ce que tout dépend de ce qui se passe sur le champ, sur le terrain. Donc, en quoi consiste le processus? En fait, tout démarre avec l'activité agronomique. Ensuite, sur le site, nous avons en fait l'accueil et l'approbation du matériel. Nous faisons la sélection de la matière première qui doit être lavée, séchée. Et il y a une sélection optique et puis une sélection pour le conditionnement. La sélection optique signifie que nous essayons de faire le tri pour évaluer tout élément étranger. Et ensuite, il y a la partie finale du processus, donc détection de métaux éventuellement et surtout éviter toute source de contamination. Et enfin, il y a l'emballage, le conditionnement. Cela se fait dans notre site. Le marché italien est un marché qui représente 1 milliard d'euros. C'est certainement le marché le plus important d'Europe. Pour le marché espagnol, on parle de 400 millions d'euros. Le marché français représente en lui 800
millions. Alors, c'est un marché assez stable. Au cours de l'année écoulée, bon, il est arrivé que nous ayons des pertes de volume, mais disons que l'un dans l'autre, nous parlons d'à peu près 1 milliard d'euros par an. Alors, si nous voulons regarder les avantages et les désavantages de ce type de produit, donc prêt à être consommé, eh bien, l'avantage, c'est l'appétence, un gain de temps de facilité, garantie d'hygiène et de qualité, traçabilité des produits, détérioration plus lente comparée aux produits coupés, zéro déchet au niveau domestique et réduction de la consommation d'eau dans les ménages et présentation sous forme de portions individuelles familiales ou pour les encas et puis disponibilité quasi constante tout au long de l'année. Pour les points plus négatifs, c'est sans doute un prix plus élevé dans un contexte où le pouvoir d'achat des familles est de plus en plus restreint, puis il faut qu'il y ait un stockage réfrigéré. Donc, la collègue qui a parlé juste avant a également évoqué l'emballage, la question de l'emballage pour un produit complet. Et puis, du point de vue de la production, n'oublions pas qu'on doit garder un œil sur l'impact environnemental qui est élevé pour ce processus. On consomme de l'énergie, de l'eau, il faut également désinfecter. Et puis, il y a beaucoup de déchets à la source et il y a une certaine méfiance de la part du consommateur, donc il faut bien l'informer. Je crois que le défi le plus important qui nous attend à l'avenir pourrait être le suivant. D'abord, du point de vue économique, du fait de la situation du marché, le prix du produit lui-même, et ce genre de considération. Puis, du point de vue technologique, nous allons devoir résoudre certaines choses. Quand je parle de technologie, je veux dire qu'aujourd'hui, nous pouvons produire avec moins d'espace, moins d'eau, moins d'énergie, et nous devons peut-être penser à être plus durables. Et puis, il y a des contraintes commerciales par moment. Vous savez, il n'est pas simple de positionner ce produit au juste prix sur le marché italien, par exemple. Et puis, il y a un défi en termes de marketing. Il faut fournir la juste information aux consommateurs. Et puis, il y a également la considération agronomique. Donc, il faut pouvoir présenter ce produit qui est une salade de la meilleure façon possible avec ce que cela comporte d'impact environnemental. Alors, quelles sont les perspectives pour une salade prête à être consommée? Alors, production agroalimentaire durable, produire plus, mieux et avec moins de ressources, une consommation consciente. Euh, Nous parlons de santé, d'environnement, de responsabilité sociale. Tout ça est au cœur des décisions d'achat du consommateur. Et puis, c'est une industrie qui fonctionne en circularité, donc éco-conception des processus qui implique toutes les connexions au niveau des chaînes d'approvisionnement, des réseaux commerciaux, avec les institutions qui jouent le rôle d'activateurs et d'accélérateurs. Donc, il faut s'améliorer à l'avenir et dans l'avenir proche. Moi, je parle d'un horizon à 10 ans. Et ensuite, la communication. Nous sommes convaincus que une information correcte est à la base de la réussite de ce produit à l'avenir. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.
En fait, ce séminaire touche à sa fin. Je voudrais remercier tous les intervenants qui ont pris le temps de venir nous présenter les défis et les opportunités des marchés sur lesquels ils travaillent. Alors, je crois qu'il y a quelques questions qui nous sont parvenues. Nous n'avons pas énormément de temps qui nous reste. La première question est comment les petits cultivateurs dans les pays en développement peuvent s'adapter à ces nouvelles tendances des aliments prêts à être consommés. Alors, je commencerai par intervenir moi-même. Je voulais dire que l'une des valeurs clé de ces webinaires, c'est de mettre les petits cultivateurs des pays en développement en contact avec les experts, c'est-à-dire avec les entreprises qui sont déjà passées par là. Si nos orateurs en sont d'accord, nous pouvons les mettre en contact avec les personnes qui ont posé des questions. Il y a peut-être des opportunités de partenariat ou également de faire de la formation pour pousser plus loin l'expérience. Un autre élément que je voulais mentionner, c'est que ici en Europe, nous voyons qu'il y a énormément de potentiel pour ces aliments prêts à consommer, surtout dans le domaine des fruits et légumes. Il n'y a que quelques pays euh, qui ont émis des exigences sur les fruits et légumes, ce qui veut dire qu'il y a encore euh, un espace qui peut être occupé. Donc, on a parlé de légumes, de salades prêts à être consommés, pas seulement les fruits. Et donc, ces consommateurs ici sont de plus en plus préoccupés de la santé. J'ouvre la parole pour les intervenants. Isolina, tu voulais intervenir? Non. Alors, nous avons une autre question. Je ne sais pas si on peut y répondre ici. C'était une question concernant la réglementation pour le beurre de karité. Est-ce qu'il y a une réglementation dont vous êtes au courant, Antoine, pour le beurre de karité? Non, ce n'est pas parmi les sujets qui sont traités par mon unité. Il faudrait s'adresser à l'unité euh, U4. C'est celle qui se consacre aux huiles comme l'huile d'olive, etc. Donc, si le collègue qui a une question euh, voudrait poser une question, je peux éventuellement lui demander de s'adresser à l'unité 4. D'accord. Il ne nous reste que 2 minutes. Je sais que nous arrivons vraiment au bout de la partie réglementaire pour laquelle nous ne sommes pas trop formés ou que nous n'avons pas trop de connaissances peut prendre du temps pour pouvoir s'ajuster et comprendre l'information. Mais vous pouvez adresser vos questions par email. Isolina, je pense que nous sommes arrivés au bout. Est-ce que tu voudrais faire des commentaires? Non, je ne vais pas consacrer trop de temps à cela. Je pense que ce séminaire était tellement riche et tellement clair que je pense que les gens ont écouté avec beaucoup d'attention, avec un grand niveau de participation. Je voudrais quand même remercier, vous pouvez toujours envoyer vos questions, mais je voudrais remercier la commission parce que les règlements sont toujours complexes, il faut les comprendre, et même pour les petits exploitants, les PME, etc., en particulier dans le sud, et je parle ici de l'Afrique en particulier, on peut certainement vous mettre en rapport avec des programmes de développement des capacités, des formations, etc. Parce que la réglementation est là, il faut l'appliquer, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour pouvoir vous aider à les comprendre. Donc, j'aime beaucoup les présentations qui ont consacré du temps à l'aspect de durabilité, mais il y a beaucoup d'opportunités et également des questions très complexes qu'il nous faut creuser, peut-être pour les questions, pour les prochaines sessions à venir. Mais c'était vraiment très intéressant. Et il y a des adresses email que vous trouverez dans le chat pour les questions que vous voudriez avoir, si vous voulez vous mettre en rapport avec
intervenants, les panélistes et bien entendu que nous allons partager toutes les ressources. Je vous remercie beaucoup. J'ai trouvé ce webinaire extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Isolina. Je voudrais remercier chaleureusement tous nos intervenants ou le public qui a pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui. Un remerciement tout particulier à nos interprètes qui ont fait un magnifique travail de traduction vers l'anglais et le français. Et j'espère vous revoir pour le prochain webinaire. Merci beaucoup. Au revoir à tous et à bientôt.